Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Sébastien Soulet dans La Série. Je te remercie de te déplacer dans mon charmant quartier Mosaïa à Danube, non loin du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Bonjour et merci de me recevoir. Sébastien, qui es-tu vraiment ? Je suis un ancien policier de la BAC Nord de 2012, mais qui a beaucoup évolué puisque du coup l'histoire a déjà plus de 10 ans. Maintenant, je suis un responsable syndical, donc je pense que l'affaire m'a fait beaucoup grandir. Père de famille. Très posé, je pense que je l'ai peut-être été un peu moins à cette époque-là, mais maintenant très posé et je prends beaucoup plus de hauteur qu'auparavant. Je te montre le miroir de la série et je te demande, que vois-tu dans ce miroir ? Je vois quelqu'un qui a vécu quelque chose de pas normal, qui a quelque chose qui a fait l'histoire, qui a fait un film, qui a fait un livre, quelque chose qui peut arriver à beaucoup de personnes parce que quand la machine médiatique, quand la machine judiciaire s'emballe, ça peut arriver très vite. Et puis je vois quelqu'un qui a su tenir, alors par le biais de sa femme et par le biais de plusieurs soutiens, dont un avocat aussi, mais quelqu'un qui a vécu quelque chose de spécial. Et j'aimerais qu'à travers mon histoire, il y ait beaucoup de personnes qui se disent qu'avec beaucoup d'appui, on peut toujours s'en sortir et toujours s'en sortir la tête haute et qu'il faut jamais baisser la tête. Si tu avais l'occasion de voyager dans le passé et de te parler quand tu étais petit, quel conseil lui donnerais-tu à ce petit Sébastien ? De vivre tout ce que j'ai vécu à fond. Et ça vaut pour tout le monde. Je pense que les jeunes devraient vivre réellement à fond tout ce qu'ils traversent. Du tout début, de très petit jusqu'à après, je pense que ça vaut le coup, la vie vaut le coup d'être vécue à fond. Sébastien, en tant qu'inspiration pour l'un des personnages du film BAC Nord, comment as-tu ressenti la première fois le fait de voir une partie de ton histoire portée à l'écran ? C'est impressionnant. Sincèrement, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir été joué par Karim Leclou. Et c'est vrai que le premier visionnage du film, quand on voit juste le titre BAC Nord, on se dit merde, c'est ma vie. Et c'est réellement, c'est impressionnant et ça suffisait. On se dit, moi je savais avec le recul parce que j'avais vécu un peu le tournage avec le réalisateur, donc je savais ce que ça allait donner sans trop savoir. En fait, on s'y attend parce qu'on voit le scénario, je l'ai lu, enfin j'ai vu le tournage et tout ça, mais c'était impressionnant, c'est magique. Mais après, je suis pas très objectif puisque c'était quelque chose que je vivais, des explications que j'avais données au réalisateur. Donc du coup, c'est impressionnant. Oui, c'est quand même impressionnant de se dire que c'est sur soi. Et selon toi, pourquoi ce film a-t-il rencontré un tel succès avec plus de 2 millions de spectateurs ? Ton analyse, Sébastien ? Mon analyse, elle est... Moi, je pense que ça renvoie l'image d'un policier humain. Chose qui n'avait pas été faite depuis longtemps dans les films de policiers. C'est que là, on voit que le policier a une famille. Pour certains, alors moi en plus spécifiquement, mais qui peut avoir des problèmes aussi dans la famille, qui a des enfants, qui a de la souffrance quand on rentre aussi à la maison. On voit qu'il y a un individu, enfin un collègue qui est seul chez lui. On voit que voilà, il a un peu ses démons. Il vit tout seul, la solitude. On voit qu'il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de passion dans ce qu'ils font quand ils sont dans la voiture de police. Et je pense que ça renvoie ce côté humain qui manquait un peu aux gens qui voyaient un peu le policier comme un robot qui est dans sa voiture, qui dit voilà c'est blanc ou c'est noir. Et là on voit quelque chose de mitigé. On voit un être humain en fait qui est dans une voiture, qui peut rigoler, qui peut prendre du plaisir à arrêter des voyous, qui prend du plaisir à rentrer chez soi pour faire un barbecue. Et je pense que c'est cette image-là qui a plu au grand public. Quel impact ce film a-t-il eu sur ta vie ? Sur ma vie, pas énormément, si ce n'est moi perso qui l'ai ressenti comme une satisfaction très forte. Mais à l'époque où il est sorti, le procès n'était pas passé, donc personne trop savait qu'on était derrière ce film, que c'était nos personnages qui étaient joués. Donc oui, j'ai vécu la montée des marches à Cannes, ce qui est exceptionnel. J'ai vécu des soirées avec les acteurs. J'ai vécu 2 mois et demi de tournage avec eux. Donc c'est un monde que je connaissais pas, qui a été qui est très bien. Moi j'ai adoré.
Mais du coup non, ça a pas changé ma vie. Maintenant oui, ça y fait plus parce que du coup tout le monde le sait parce que c'est sorti et j'en ai parlé dans le livre et tout le monde dit que j'ai inspiré le film, enfin inspiré un des personnages. Mais personne se retourne pour me dire je vous ai reconnu. Hein, il faut se rassurer. Tu nous parles de cette action de monter les marches à Cannes. C'est pas permis à tout le monde, donc c'est un moment très fort en émotion, on imagine. Oui, c'est impressionnant, surtout quand on se dit qu'on va voir un film où on a fait partie de cette unité pendant 10 ans et oui c'était rigolo, mais je me souviens en fait du film, je pense que je me souviens même pas de ce que j'ai vu. Il y avait tellement de c'était de passion, tellement d'émotions aussi, parce que c'était la première fois. Il faut se souvenir qu'il y avait eu la Covid à cette époque-là, et du coup on n'avait pas fait d'avant-première, donc c'était vraiment la première fois que je voyais le film. Et l'émotion, je pense, a pris le dessus. Il a fallu que je le voie 2 ou 3 fois pour vraiment voir toutes les scènes du film. Et des larmes aussi. Un peu de larmes, oui. Alors peut-être pas ce soir-là. Alors il y a des passages, c'est quand où ça me renvoie à ce que j'ai vécu moi avec mon épouse. C'est l'appel quand je suis en prison. Beaucoup celui-là, mais celui-là, je pense que je pourrais le revoir 3 fois, ça fera la même chose. Et après la sortie de ton livre Flic à la Bac Nord, as-tu reçu d'autres propositions pour la télévision? Il y a des producteurs qui m'ont contacté pour voir si une série serait pas dans l'air du temps pour faire une série. Bah après, je sais pas, c'est pas à moi moi je laisse vivre les choses. Hein. Du coup, si on me recontacte, je répondrai. Mais après, j'ai quand même un travail. Donc tout ce qui est faisable, je le ferai avec plaisir. Si on me le propose, je pourrai aider. Et de quoi parlerait cette série? Bah je pense que ça va tourner autour de la police. Hein, on va pas se mentir. Après, ça forcément, ça aurait un autre titre que Bac Nord parce que ça a déjà existé. Mais je pense que c'est autour de ce monde de policiers. Et c'était un projet qui est déjà en développement? Pas du tout, non, c'est qu'une idée qui a été juste avant de rentrer sur un plateau télé. On m'a dit mais pourquoi pas? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et pour l'instant, on en est resté là. On m'a dit je vais réfléchir comment le monter, les financements et tout ce qui va derrière. Donc c'est certainement une proposition de Cyril Hanouna. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais en tout cas, je le remercie parce qu'il est très sympa. Absolument, oui. C'est vrai que cette expérience que d'aller sur le plateau de TPNP, c'est un exercice particulier. Hein. Il faut que je te raconte quand même la vérité. Quand j'ai dit, parce que je parle beaucoup à mon entourage, et j'ai dit Cyril Hanouna m'a invité, on m'a dit ah non, il faut pas y aller. Et on faut pas y aller. J'ai dit pourquoi? J'ai dit oui, mais il va te dire des choses, il va te mettre dans l'embarras. Et ma femme m'a dit tout le monde te dit de pas y aller. Vas-y. Et comme j'écoute souvent ma femme, j'y suis allé et il a été très bien. Je lui ai même dit, j'ai dit, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il fallait pas venir. Et moi, quand on me dit, il faut pas faire ça, en principe, je le fais souvent. Ton livre percutant, intitulé Flic à la Bac Nord, aux éditions City, Sébastien, ce récit exceptionnel, s'adresse-t-il à tous ceux qui cherchent à comprendre les rouages de la justice et les conséquences personnelles d'une telle épreuve? Oui, ça a été réellement, c'est comme ça que j'ai voulu le tourner. J'ai pas voulu faire une autobiographie sur la BAC parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui m'avaient contacté à l'époque pour des grosses pour prendre cette histoire, mais justement c'était ça, c'est qu'ils voulaient la prendre et en faire un peu leur histoire et me la rendre après, et c'était pas comme ça que je le voyais. Moi je voulais taper sur le côté humain, chose qui n'a pas été faite ni dans les médias ni dans les journaux. En fait, cette médiatisation de cette affaire à l'époque, c'est un peu le côté oublié. C'était qu'il y a des familles, il y a de la souffrance, la prison c'est pas évident, les copains qui vous tournent le dos c'est pas évident, ceux qui arrivent auxquels on s'attend pas, ça c'est plaisant. C'est plus rare, mais c'est plaisant. Mais c'est tout ce côté-là que j'ai voulu aborder. C'est important ce que tu dis. Effectivement, lorsqu'on rentre en prison, c'est toute la famille qui rentre avec toi. Ben oui, et ça c'est quelque chose qu'on voit pas ou qu'on s'imagine pas au début. Et c'est peut-être même pour eux le plus dur que pour celui qui y est. Il y en a plein qui me disent oui, mais la prison c'est dur. Oui, c'est très dur. La prison c'est très dur émotionnellement, c'est très dur parce que c'est un monde que je connais pas. Même si on est policier, on le connaît pas quand on rentre en tant que détenu. Mais c'est la famille qui en subit le plus les conséquences parce que vous êtes dehors, vous avez l'image, vous avez le regard des gens qui changent, vous avez vos amis qui vous quittent parce qu'ils vous disent mais ton mari est en prison, ça leur fait peur. Ils veulent pas être associés à quoi que ce soit. Donc oui, c'est toute la famille parce que moi j'avais un enfant de 6 mois. Lui, il est venu une fois. Bon, j'ai arrêté parce que c'était pas un endroit pour un enfant. Mais c'est hyper compliqué parce que vous touchez tout le monde et même des gens qui vous le disent pas et qui vous le disent après. Sébastien, comment as-tu géré justement la pression et le stress pendant tes 69 jours de détention provisoire? C'est quelque chose qu'on ne sait pas. On peut pas s'imaginer comment on va le gérer. Alors je l'ai géré plus ou moins bien. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça c'est certain. J'ai pas voulu prendre des cachets. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des cachets. D'ailleurs, mon collègue qui était détenu sur la cellule d'à côté prenait beaucoup de cachets pour s'évader un peu de l'endroit où il se retrouvait pour pas voir la réalité. Moi, j'ai pas voulu, j'ai voulu faire face.
mais il y en a plein qui me disent oui, tu as été fort, mais on peut pas savoir. Donc moi je l'ai pris comme un jeu, c'est un grand mot, mais comme un combat qu'il fallait. Moi je me suis dit en fait, on attend que tu baisses la tête et que tu t'effondres, et je vais pas leur donner cette satisfaction. Donc du coup je me suis battu juste pour tenir debout, et puis voilà, je vivais au jour le jour. C'est compliqué, il y a des moments où on a peur, surtout au début, chose qui est bizarre parce qu'on est enfermé entre quatre murs et on a peur. Et puis après, on devient, c'est ce que je dis souvent, je suis rentré comme policier, je suis sorti comme détenu. Et qu'est-ce qui change justement, le fait d'être sorti comme détenu? Maintenant, ça a changé. En fait, c'est la sortie. Quand on rentre, on est insulté, on est menacé de mort. Les gens tapaient dans ma cellule pour pas que je puisse dormir. Enfin, voilà, on me disait il faut pas rester à la vitre parce que tout le monde crie et tu es en train de crier un trouble dans la prison parce que tout le monde hurle. Donc j'avais dit il y a pas de souci. Et puis quand on sort, 69 jours après pour moi, je suis sorti au milieu des familles de détenus qui attendaient de les voir. Et là j'avais plus cette image de flics qui avaient envoyé la plupart de leurs membres de leur famille en prison, mais plus celle du détenu parce que ça s'était estompé, l'affaire avait été moins médiatisée et du coup on me demandait en gros où en était la sortie d'un tel ou d'un tel. Enfin, je faisais partie des meubles, en fait, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et on apprécie plus encore la liberté. On l'apprécie, oui, et ça a été un grand, ça me renvoie à ce qu'on s'était dit avec Karim Leclou. Il me disait mais comment on fait quand on sort de prison? Parce qu'il me dit dans le cinéma, on voit souvent un bras à la fenêtre d'une voiture avec l'air qui passe et tout ça. J'ai dit c'est pas du tout ça. J'ai dit moi je suis parti directement dans un fast-food, une chaîne rapide parce que j'avais faim. Et en fait c'est ce qui me gênait le plus ou ce qui m'a manqué, c'est choisir et avoir sa propre décision ou de manger ou de quand se lever ou de ça. Et là du coup j'ai voulu manger quelque chose qui avait du goût. Ça me changeait et décider vraiment de mon repas. Je suis parti juste m'acheter à manger. Et justement, comment as-tu réussi à te reconstruire après cette période très difficile? La reconstruction, elle passe. Il y a eu beaucoup de colère au début parce que vous passez par différentes étapes. Hein. Maintenant, forcément, j'en ai plus et tout le monde me dit mais c'est très beau. Forcément, j'en ai eu aussi. Hein. Il faut pas s'imaginer que tout a coulé sur moi tranquillement. Beaucoup de colère, j'en ai voulu à beaucoup de personnes et après ça passe parce qu'on est obligé pour continuer à vivre, on est obligé de penser à autre chose. Même si ça a duré quand même 9 ans d'instruction, c'est très long. Et j'avais toujours en ligne de mire ce procès parce que c'était là où il fallait être entendu et donner la réalité de ce qu'on avait fait et de ce qu'on avait surtout pas fait. Et du coup voilà, après on vit forcément, on a toujours ça, c'est un peu l'épée de Damoclès, c'est ce que j'ai ressenti quand au réquisitoire du parquet, quand il a dit pour moi, il dit 3 ans avec sursis. Et là je me suis dit mais ça fait 9 ans qu'on a un sursis, donc il aurait pu mettre plus, ça me gênait pas plus, même si sur le coup ça m'a choqué 3 ans avec sursis, mais j'avais dit mais ça fait 9 ans qu'on est avec sursis parce qu'on fait quand même attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, pour pas justement avoir une autre histoire qui puisse arriver et tout ça. Donc un peu la peur quand même, la boule au ventre sur ces 9 ans. Sébastien, penses-tu que la guerre contre la drogue est un combat perdu? Alors non, maintenant si on me dit que rien ne va changer, je dis oui, elle est perdue. Mais maintenant il faut se retrousser les manches, il faut réellement changer les choses. Il n'est pas perdu parce que il y a des choses à faire. Moi je pense qu'à un moment il faut des coopérations aussi internationales parce que on a beau taper de plus en plus fort au niveau de la police et on le voit avec les opérations Place Nette là qui s'intensifie, il y a des saisies de plus en plus grosses, c'est exceptionnel. Et là, croyez-moi, pour connaître quand même ce milieu, ça tape fort et à un moment, ça va faire un trou dans la raquette parce que quand on prend plus de 680 000 euros sur un point stup avec des dizaines de kilos aussi, à un moment il va falloir rendre tout ça, il va falloir rendre des comptes parce qu'ils ont eux aussi une hiérarchie, donc ça va taper, mais il va falloir prendre le taureau par les cornes et très rapidement parce que là on en est encore au constat, j'en ai bien peur et les constats ils sont les mêmes depuis des décennies, donc là il faut passer à la vitesse supérieure, mais c'est pas perdu pour moi. Et pourquoi les jeunes aujourd'hui sont plus violents qu'avant? J'en parlais récemment avec une magistrate et ce qui est bizarre c'est que à notre époque, même si j'estime pas être très vieux, mais ça avance quand même. Quand un professeur avait des remontrances, quand on rentrait à la maison, on en prenait une autre. Je me souviens bien. Moi qui ai arrêté quand même des délinquants à mes 19 ans, j'étais en poste à Lyon. Quand le papa ou la maman venait chercher le petit, il mettait une rouste devant nous à son enfant.
Là maintenant, je le vois, c'est plus pareil. Maintenant, c'est les parents arrivent. Je pense que la société a évolué. Maintenant, on cherche à savoir si le policier a pas tapé le jeune. Les parents veulent déposer plainte. À l'éducation nationale, c'est la même chose. Au lieu de dire aux parents, à son enfant, oui, ben là, t'aurais peut-être dû arrêter de faire le con en classe parce que c'est pour ça que il a été un peu dur avec ses propos. Maintenant, on fait, ben je vais déposer plainte contre le professeur. C'est un changement de mentalité qu'il y a eu, et moi, je pense qu'il faut revenir aux bases parce que c'était pas plus mal aussi. Je pense qu'il faut être plus dur. Ces jeunes manquent aussi d'éducation pour certains. Je mets pas tous les jeunes, hein, loin de là, mais ces jeunes qui posent des problèmes, en fait, ils vont chercher les limites, et quand ils les ont pas à la maison, ils vont les chercher à l'école. À l'école, on leur donne pas forcément parce que le professeur a pas envie d'être embêté, je le comprends. Donc ils vont aller chercher les limites avec la police, et on le voit, nous, ils nous testent, hein. Ils savent très bien jusqu'où ils peuvent aller, si ça va être à l'insulte, si ça peut être jusqu'à une bagarre. Ils savent très bien qui fait quoi. Et du coup, après, ils vont chercher les limites à la justice, et c'est peut-être là que ça pêche, c'est qu'ils les ont pas de suite, et comme il n'y a pas une réponse très dure et très rapide, c'est voilà. Sébastien, quel conseil donnerais-tu aux jeunes policiers qui aspirent à rejoindre des unités spéciales comme la BAC? De le faire déjà, parce que je trouve quand même que ça manque beaucoup d'attractivité maintenant, mais je le comprends, c'est que l'actualité nous renvoie quand même à quelques difficultés dans ce métier. C'est que maintenant, on a envie de faire le métier de plus en plus. De toute façon, c'est un métier passion, hein. Si on n'a pas la passion, c'est très dur d'y rentrer. Et on le voit, c'est très compliqué parce que on l'a vu sur les émeutes, un policier se retrouve facilement en détention provisoire. Un policier est souvent mis en cause, et je leur dirais oui, allez-y, parce que c'est très plaisant, et on prend beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est un esprit d'équipe qui est hyper intéressant, et mais pas que les unités spécialisées, hein. C'est quelque chose d'exceptionnel, je pense, que ce qu'on vit. Par contre, un petit conseil, c'est d'être prudent parce que ça peut aller très vite. Et à travers mon histoire, oui, c'est de prendre toutes les précautions d'usage, de pas faire comme nous avec les yeux bandés et se dire oui, mais tout ce que je fais, je le fais pour le bien de tout le monde, parce que un peu moins quand c'est reproché, ça fait mal, et c'est long surtout. Donc oui, d'embrasser cette carrière avec grand bonheur, de le faire très bien, mais de faire très attention. Sébastien, quelles sont les raisons qui te poussent à rester policier après tout ce que tu as vécu de frustration, de déception, de trahison et d'abandon? C'est une très bonne question. On me l'a jamais posée. Je vais pas mentir, j'ai pensé à partir, tout simplement parce que je me sentais trahi et lâché par l'administration, et puisque c'est la police qui nous met en cause, nous, hein, c'est pas quelqu'un de l'extérieur. Donc oui, on s'imagine la quitter parce qu'on est très déçus. Surtout déçus, on ressent beaucoup d'injustice parce qu'on se dit que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour la police, on l'a fait pour le bien des gens, on l'a fait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis après, on se dit mais moi je suis rentré très tôt, hein, j'ai eu mon concours de police à 17 ans, et du coup je sais pas. Alors je sais me servir de mes mains, mais à un moment je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc je suis allé voir un peu ce qui se passait dans le privé. Et puis après, j'ai peut-être repris du poil de la bête. Ma femme qui m'a dit, mais pourquoi tu veux partir, même si elle m'aurait pas empêché de partir. Et puis je me suis accroché, c'est pour ça qu'il faut toujours s'accrocher, parce que je le regrette pas. Et peut-être à travers ça, je voulais aussi me venger, c'est un grand mot, mais prouver que j'avais ma place au sein de l'institution. Et je pense que c'est comme ça que j'ai voulu le faire voir. Et encore plus à travers mes responsabilités syndicales, c'est que maintenant, quand je vais voir un patron, pour beaucoup, ils me disent oui, mais on vous soutenait. Alors pour beaucoup, j'ai envie de leur dire pas à cette époque-là, mais en tout cas, c'est peut-être c'est comme ça que j'ai gagné mon combat. C'était peut-être à travers ça. Quand tu étais policier à la BAC Nord à Marseille, tu kiffais l'adrénaline. Aujourd'hui, où trouves-tu cette adrénaline dans ton métier de policier? C'est plus la même. Eh oui. C'est plus du tout la même. Je kiffais l'adrénaline, c'est exactement le mot. Et c'était quelque chose, c'est quelque chose qui coule dans vos veines. En fait, et si vous avez pas votre dose quotidienne, ça vous manque. Et ça, c'est comme ça que je le vivais tous les jours. Il faut savoir quand même, on voulait même pas poser un jour de congé pour pas louper ce qu'on faisait. Et quand on posait un jour de congé, on appelait pour savoir ce que les collègues avaient fait. C'est ça le métier de policier de la BAC, hein. C'est comme ça qu'on le vivait. On appelait, on disait qu'est-ce que vous avez fait? Alors, et là on priait pour qu'ils disent pas oui, j'ai fait 10 kilos là, on a arrêté ce mec, on a fait ce point stup, parce qu'on se disait j'aurais pas dû poser.
Et on en était là, c'est qu'on voulait réellement même pas poser un jour de congé, mais j'ai eu la chance de le vivre pendant 9 ans, intensément. Donc du coup, ça me manque plus du tout. Beaucoup me disent, est-ce que ça te manque? Non, parce que je l'ai vécu. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, je prends un plaisir fou à les défendre parce que je sais ce qu'ils font et parce que je l'ai vécu aussi. Et je trouve ça magnifique. Je pense que je trouve plus beau le métier avec la hauteur que j'ai prise maintenant que quand j'y étais dedans, j'adorais ce que je faisais, mais je voyais peut-être pas les bienfaits de ce qu'on faisait. Sébastien, y a-t-il une question que tu aimerais que l'on te pose à laquelle tu n'as jamais eu l'occasion de répondre? Je crois que c'est Cyril qui m'avait dit qu'est-ce que Cyril Hanouna m'avait en off, parce que ça n'a pas été diffusé, mais je crois qu'il m'avait dit est-ce que vous aimeriez vous retrouver devant le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls? Oui, je pense que oui. J'aurais aimé qu'il me pose des questions, j'aurais aimé y en poser, et j'aurais aimé avoir une réponse franche. C'était savoir parce qu'à un moment, ils sont en responsabilité, on attend ça de nos politiques, quels qu'ils soient. Je pense qu'on aurait pu aussi leur poser la question s'ils étaient pas allés trop loin, s'ils avaient pas des regrets d'avoir fait ça, et j'aimerais bien me retrouver avec ces gens-là, lui et l'IGPN par exemple, et leur demander pourquoi ça en est arrivé là, pourquoi ça a pris cette tournure. Je pense qu'on m'a jamais demandé, c'est peut-être ça la question. Pourquoi l'IGPN n'a pas répondu de ce qu'ils avaient fait et de comment ils avaient tourné cette histoire? Et déjà, as-tu un semblant de réponse? Une idée, oui. Je pense pour certains, puisque c'est eux-mêmes qui l'ont dit, ils avaient carte blanche pour la BAC Nord, hein. Ça veut dire qu'en fait ils avaient libre cours à tout, mais je pense qu'ils ont eu libre cours à de l'imagination, et l'imagination chez nous ça paye pas, et la preuve c'est que après 9 ans d'enquête, après tout ce qu'ils ont pu dire, j'ai été relaxé totalement. Donc j'aimerais me retrouver avec eux et leur demander pourquoi sur des questions où ils avaient la réponse, pourquoi ils n'ont pas mentionné cette réponse. Et si j'étais Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, tu aimerais que je te dise quoi? À toi, Sébastien. En tant que responsable politique, je suis désolé de la tournure que ça a pris, parce que je pense qu'il faut savoir aussi, et un homme politique peut aussi avoir et reconnaître des torts et ses erreurs. Et je pense que ça, c'était une erreur, même s'il y a eu, parce que il pourrait me remonter et me dire oui, mais il y a eu des condamnations pénales, oui, mais la tournure de cette affaire, et un ministre qui au bout de 2 jours vous dit qu'on a sali l'uniforme de la police, j'aimerais lui demander s'il trouve toujours que je salis l'uniforme de la police, puisque j'y suis toujours et j'ai été relaxé. Donc ouais, je lui dirais ça. Pourquoi tu ne lui envoies pas ton livre dédicacé avec une question ou deux? C'est une bonne question, mais j'aimerais, si c'est juste pour y envoyer, non. Si c'est pour qu'il me reçoive et qu'on en parle, oui, je suis prêt à le faire. C'est un appel que tu lances, et sait-on jamais, il peut l'entendre, cet appel? Ben, j'espère bien. En tout cas, il faut qu'il sache que j'ai pas d'animosité. C'est juste une discussion que j'aimerais avoir avec lui, et s'il entend, oui, pourquoi pas le rencontrer. Sébastien, je vais te demander de choisir un mot pour définir chacun de ces mots. Tu es prêt? Allez. C'est quoi le bonheur? Ma famille. C'est quoi la vie? Une passion. C'est quoi la mort? C'est la fin. C'est quoi Dieu? La prison pour moi. Souhaites-tu approfondir l'une de ces réponses? Oui, sur celle-là, parce que pourquoi évidemment la prison? Pourquoi la prison? Parce que c'est peut-être ce moment-là où on se sent le plus en accord avec la religion, peut-être. Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est qu'on a tellement besoin de se raccrocher à quelque chose que c'est là où j'ai commencé à prier moi dans ma cellule. Et du coup, voilà pourquoi. C'est que un moment quand je priais sur une chanson particulière, et j'en parle dans le livre, mais du coup c'est à ce moment-là où je me suis dit, alors je suis pas croyant, pratiquant, croyant peut-être maintenant, mais pas pratiquant, mais en tout cas oui, c'est pour ça. Quelle était cette chanson pour ceux qui n'ont pas lu le livre encore? Alléluia de Jeff Buckley. Sébastien, pour conclure ce moment de partage, je t'invite à adresser un message à tous nos auditeurs. Qu'aimerais-tu leur dire? Ben merci déjà, merci d'écouter, merci à la série. Parce que merci pour l'invitation, parce que c'est très cool de se retrouver sur le siège où il y a eu Samina Seri. Déjà c'est très impressionnant aussi. S'il y a beaucoup de jeunes, qui continuent, qui fassent très attention, que ça sert à rien d'opposer la police avec les jeunes, parce qu'il n'y a pas d'opposition, croyez-moi. S'ils ont besoin d'en parler, je suis là, je suis très ouvert à la discussion pour tout. Et puis de continuer parce qu'on a un beau pays quand même. Moi je suis très optimiste et je pense à cette jeunesse, parce que c'est par elle qu'on sortira de tous ces soucis, et du coup je lui souhaite le meilleur du monde. Et je rajouterais, si tu me permets, que pour certains jeunes qui sont effectivement des gros consommateurs de bédo et tout autre, que c'est malheureusement leur meilleur ennemi. Aussi.
Et ça, il faut qu'ils le sachent aussi, c'est que c'est bien beau, mais comme j'en parlais tout à l'heure, c'est les soucis sont toujours les mêmes 2 heures après, quand l'effet s'est estompé, et que vous alimentez des trafics de drogue qui, eux, voient bien plus loin que le petit acheteur qui vient prendre sa consommation. Ça achète des armes et ça fait des guerres un peu partout dans le monde. Donc du coup, il faut en prendre conscience. C'est très dur. Moi, je suis là pour en parler parce que je l'ai vécu de près à travers les quartiers nord. Et voilà, s'ils peuvent avoir une écoute très attentive à ça, c'est très bien. Et tu l'as bien expliqué également, puisque à travers ton expérience, ces jeunes qui sombrent dans ce genre de délinquance terminent ou en prison ou au pire avec une balle dans la tête. Ben c'est ça. Et souvent ils vont en prison et puis quand ils sortent, ils sont tués aussi. Donc le trafic de stupes, il y a pas des millions de trucs. Alors bien sûr, ils me font tous. Je le vois sur les murs des quartiers nord. C'est Scarface. Oui, il y a une ascension phénoménale dans Scarface, mais je pense que les jeunes devraient aller jusqu'au bout du film, c'est qu'à la fin sa mère ne lui parle même plus, et ça il faut que les jeunes s'en rendent compte. C'est qu'à un moment on peut faire quand même pas mal de mal au sein de sa famille, et il faut voir ses parents dans les yeux. Et donc sa mère ne lui parle plus, veut même pas de son argent. Moi je me souviens bien de cette fin, et à la fin il se fait assassiner comme un chien. Et c'est ce qu'il faut en retenir, c'est que l'ascension est très fulgurante, la descente elle est tout autant. Donc voilà, il faut prendre le film de A à Z. Si c'est réellement ce film qui leur plaît, il faut le regarder jusqu'à la fin. On gagne de perdre sa vie, et bien souvent la police gagne toujours à la fin. Ben, à la fin, la police gagne toujours, mais et puis là, le problème en plus de ces trafiquants de stupes, c'est que c'est souvent c'est pas la police qui vous rattrape en premier, hein, c'est les autres trafiquants. Quand c'est la police, c'est encore, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Vous allez aller en prison, mais moi ce qui me marque, et c'est ce que je veux dire, s'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent, c'est qu'il y a un jour un gamin de 18 ans qui m'a dit qu'on a contrôlé avec un gilet pare-balles qui était volé, et il m'a dit, j'ai demandé pourquoi tu avais ce gilet pare-balles, il m'a dit mais parce que je vais mourir. Et à 18 ans, j'ai trouvé ça horrible. Horrible qu'un gamin de 18 ans puisse avoir le recul de nous dire mais je vais mourir. J'ai dit mais pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu pars pas à l'étranger? Pourquoi tu vas pas en prison? J'ai essayé de trouver des solutions alors que le gilet pare-balles était volé et qu'on allait l'interpeller, mais une interpellation, il n'est pas allé en prison pour ça. D'ailleurs, il est mort 3 jours après, assassiné dans une voiture et brûlé. Et je voulais juste leur dire voilà, c'est qu'à 18 ans, on peut pas tenir ce discours. On peut pas me dire à moi à 18 ans, je sais que je vais mourir. Donc il faut quitter ces trafics de stupes. Il y a rien de bon. À 18 ans, la vie est belle, la vie elle mérite d'être vécue. Il faut pas se dire oui, je vais avoir 300 € dans la journée, c'est bien. Mais à 18 ans, il faut vivre, il faut profiter de la vie. Et on peut pas entendre ça. Moi, ça m'a choqué d'entendre un gamin de 18 ans me dire mais je vais mourir quoi que je fasse, hein. Même si je vais en prison, je sais que je vais mourir, et en plus le pauvre il est mort. Et je voudrais avoir une pensée profonde pour tous les policiers, les femmes et les hommes, effectivement, puisqu'ils font un métier très difficile, mais ô combien utile. C'est très gentil, merci. Oui, c'est vrai, c'est très utile, et on en a besoin, et on le voit encore tous les jours, hein. On le voit pour les JO, on le voit pour les manifestations, on le voit. Oui, c'est un métier qui est exceptionnel, et croyez-moi, la police, c'est vrai que des fois on se dit ah oui, il m'a verbalisé, je les aime pas, mais il faut voir au-delà de ça. Moi, le premier, si je me fais verbaliser, je suis pas celui qui applaudit des deux mains, hein. Ça arrive aussi, on est déçu, mais la police, c'est autre chose qu'une verbalisation. C'est des gens qui assurent votre sécurité toute la journée, et que quand il nous arrive un souci, quand on a été volé, quand on a été frappé, quand on a été violenté, la police elle est toujours là, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Merci Sébastien Soulet, prends soin de toi et sois intensément heureux. Merci à toi, et je vais l'écouter très bien. Merci. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier, portez-vous bien et soyez intensément heureux.